Quand on veut faire disparaître quelqu'un, on brûle le corps. Ça efface l'ADN, ça détruit les empreintes, ça rend l'identification presque impossible. Est-ce que t'en es vraiment sûr? Parce qu'il reste toujours quelque chose que le feu ne peut pas détruire. Les dents. Le 4 décembre 2009, en pleine nuit, un automobiliste aperçoit des flammes sur le bord d'une route isolée du Connecticut. Il pense à un feu de broussailles. Il s'arrête, appelle les pompiers. Quand le chef des pompiers arrive et s'approche, il comprend immédiatement que ce feu n'est pas ordinaire. Il voit une forme, une silhouette. Alors il change de geste. Il pulvérise de la mousse doucement, en biais, pour ne pas détruire ce qui brûle. Parce que ce qui brûle, c'est une personne. Quand les flammes s'éteignent, il découvre un corps méconnaissable. La tête a été séparée du tronc, les cheveux rasés, les doigts, les orteils, les oreilles, le nez sectionné. Le visage a été tailladé, la peau du dos prélevée là où se trouvait un tatouage. Chaque élément qui aurait pu servir à identifier cette personne a été supprimé avec une précision chirurgicale. Sauf un, les dents. Et c'est par les dents que tout va commencer. Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2009, la mère et le beau-père de Rebecca Koester débarquent chez Dan Meyer. C'est son compagnon depuis 2 mois maintenant. Sauf qu'ils ne viennent pas pour une visite de courtoisie. Ils ne frappent pas poliment, ils tambourinent à la porte, en criant le prénom de Rebecca. Ils se précipitent même vers les fenêtres du logement de Dan pour regarder à l'intérieur. Et ils ont une bonne raison de se conduire de la sorte. Il se trouve que la jeune femme de 24 ans a disparu, sans laisser de traces 3 jours auparavant. Et que ses proches ont à présent toutes les raisons de croire que Dan est impliqué là-dedans. C'est la raison pour laquelle Barbara, la mère de Rebecca, a décidé d'aller le voir sans tarder, accompagnée de son mari. L'ennui, c'est que celui qui ouvre la porte n'a pas vraiment l'air de quelqu'un qui cache quelque chose. Au contraire, quand il constate que les proches de sa copine en ont après lui, Dan les regarde comme s'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour mériter ça. Il comprend pas, il est perdu. Pire encore, il s'est déjà entretenu avec des enquêteurs. La police l'a interrogé, ils ont même fouillé sa maison sans rien découvrir de suspect. Alors qu'est-ce qui a changé entre-temps? Larry, le beau-père de Rebecca, rencontre Dan pour la première fois à ce moment-là. Et ce dont il est rapidement sûr, c'est que l'homme de 28 ans qu'il a sous les yeux n'a effectivement rien à se reprocher. En larmes, il dit qu'il aimait sa compagne et qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Dan est déboussolé et il ignore qui essaie de faire croire qu'il est impliqué dans la disparition de Rebecca. Pourtant, il y a bien un début, une fin, et au milieu de tout ça, une explication à cette histoire. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter 4 jours plus tôt. Le 3 décembre 2009, Rebecca Koester passe une soirée ordinaire sur Long Island, juste à côté de New York. Elle a grandi à Medford et y habite toujours avec sa mère et son beau-père. Rebecca occupe un poste d'aide à domicile auprès d'enfants autistes et de patients âgés. C'est le genre de femme à l'aise partout. Elle est très belle, pétillante, et peut mettre à peu près tout le monde en confiance à la vitesse de l'éclair. Dans mes vidéos, si t'es sympa, c'est rarement bon signe pour toi. Mais bon, ce soir-là, elle est de sortie avec Dan, ainsi que plusieurs de ses amis. Le groupe commence tranquillement sa tournée des bars, avant de finir au Butcher Boys Bar and Grill à Holbrook, sur Long Island, aux alentours de 3h du matin. C'est à cet endroit, tandis que Rebecca commande un verre, qu'un inconnu s'approche d'elle. Il semble avoir la trentaine, il est habillé sobrement, mais personne parmi les proches de la jeune femme ne sait de qui il s'agit. L'homme échange quelques mots avec Rebecca, puis prend son téléphone, avant de taper un numéro dessus. Et enfin, il lui rend l'appareil, et s'en va comme il est venu. Une poignée de secondes capturée par les caméras de surveillance du bar. La scène s'est déroulée sous les yeux de Dan, et sur le moment, personne n'y prête vraiment attention. À 3h30, le petit ami dépose Rebecca devant chez elle. Il attend qu'elle passe le seuil de la porte, puis reprend la route pour rentrer de son côté. Barbara n'étant pas à la maison parce qu'elle travaille de nuit, Rebecca lui envoie un SMS pour lui dire qu'elle est bien rentrée. Le jour suivant, dans la matinée, la mère de famille constate l'absence de sa fille et s'en inquiète rapidement parce qu'elle ne parvient pas à la joindre. Rebecca ne répond plus à aucun appel ou message et elle ne s'est pas présentée au travail. Un changement de comportement brusque qui n'est évidemment pas dans ses habitudes. Alors, Barbara appelle Dan, qui lui confirme qu'il l'a bien vu rentrer quelques heures plus tôt de ses propres yeux. Par contre, il n'a strictement aucune idée de ce qui a pu se passer après le moment où il l'a vu passer le seuil de la porte. La famille de Rebecca commence donc à la chercher à tous les endroits où elle a l'habitude de se rendre. Ils parcourent les rues de Medford, ils mettent des affiches partout, et finalement ils décident de faire un signalement aux autorités le 4 décembre. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont l'amertume de constater que tous les efforts fournis en amont n'ont rien donné. En parallèle, les enquêteurs suggèrent à Dan de passer un test polygraphique pour écarter définitivement tout soupçon. Alors tu dois le savoir, les détecteurs de mensonges sont pas fiables, tout simplement parce qu'ils ne détectent pas les mensonges. Ils mesurent uniquement des réactions physiologiques indirectes, comme le rythme cardiaque, la sudation ou la respiration.
C'est donc le stress émotionnel qui détermine le mensonge ou non. Et forcément, il y a une multitude de raisons, hormis le mensonge, qui peut pousser quelqu'un à être stressé. En tout cas, ça n'empêche pas Dan d'accepter sans hésiter. Et curieusement, les résultats indiquent qu'il n'a pas été sincère. Pourtant, les policiers ne croient toujours pas à son implication. À ce niveau, le test est aussi utile que la politesse à Paris. Mais il faut reconnaître que son témoignage colle parfaitement à celui de tous les autres individus présents au cours de la soirée après laquelle Rebecca a disparu. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils n'ont en réalité déjà plus aucune chance de la retrouver. En tout cas, pas vivante. Ce même soir, à 130 km de là, un automobiliste roule sur la route 201 à North Stonington, dans le Connecticut. C'est alors qu'il aperçoit des flammes sur le bord de la route. D'abord, il croit qu'il s'agit d'un feu de broussailles, s'arrête, compose le 911 et sort son extincteur. Le chef des pompiers du secteur arrive au même moment, mais dès qu'il approche des flammes, il comprend que ce feu n'a rien d'ordinaire. Il oriente son extincteur en biais vers le haut afin que les produits pulvérisés retombent doucement. Et s'il réalise ce geste, c'est pour une bonne raison. Mais aussi une raison qui donne froid dans le dos. Il faut que ce soit assez pour éteindre, mais pas pour détruire ce qu'il y a en dessous. Parce que ce qu'il y a en dessous, c'est un corps humain, et donc d'éventuelles preuves pour l'enquête à venir. La dépouille est enroulée dans une couverture. Un chien renifleur alerte d'ailleurs les enquêteurs sur la présence d'accélérants à proximité, sûrement de l'essence. La tête de la victime a été séparée du tronc, puis placée dans un sac plastique à côté. Et c'est à peu près tout ce qu'il est possible de distinguer. Car ce qui reste après l'extinction des flammes n'a plus vraiment forme humaine. Quelqu'un a supprimé, une par une, chaque partie du corps qui aurait pu permettre son identification. Les cheveux de la victime ont été rasés. Quant à ses doigts, ses orteils, ses oreilles et son nez, ils ont été sectionnés. Son visage, quant à lui, a été entièrement tailladé, et la peau du bas de son dos a été prélevée à l'endroit précis, où se trouvait visiblement un tatouage. Le meurtrier a été plus que précautionneux. C'est d'ailleurs à se demander s'il s'agit vraiment de son premier meurtre, ou s'il ne ferait pas partie des forces de l'ordre. Sauf qu'il a oublié une chose, à laquelle même un feu ardent ne s'attaque pas facilement. Les dents. La chaleur peut détruire les dents, les faire craqueler en plusieurs morceaux en réalité. Mais pour ça, il faut atteindre une chaleur extrême, autour de 800 degrés au minimum. Les recettes de cuisine, c'est plus que c'était. Mais bon, ici, c'est pas le cas. Les dents sont donc intactes. Et ce détail va avoir son importance. Pour faire la lumière sur l'identité de la victime, les enquêteurs du Connecticut cherchent d'abord dans leur propre base de données des femmes disparues correspondant à son profil. Ils n'obtiennent aucun résultat et doivent élargir leurs recherches au comté voisin. C'est là qu'ils tombent sur un signalement déposé dans le comté de Suffolk. Une jeune femme de 24 ans a disparu depuis le 4 décembre et elle avait un signe distinctif, un grand tatouage papillon dans le bas du dos. À 130 km de là, les proches de Rebecca sont en train de placarder des affiches partout. C'est durant ce laps de temps, ces jours où une famille cherche une disparue pendant que des policiers tentent d'identifier une victime de meurtre, que 2 SMS sont envoyés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils font des dégâts. Le premier message arrive sur le téléphone de Barbara le 7 décembre à 23h40. Une personne qu'elle pense être Rebecca lui dit que Dan la retient captive quelque part à Comac, sur Long Island, mais qu'elle ne sait pas exactement où elle est. Les enquêteurs remontent le signal émis par le mobile de la jeune femme jusqu'à une zone industrielle de Comac. Malheureusement, ils n'y trouvent aucune trace de Rebecca. Seulement, l'espoir survit au vide, notamment parce qu'il est alimenté par un deuxième message, reçu vers 2h du matin. « Ne préviens pas Dan, ou il me tue ». C'est alors que Barbara et Larry prennent la direction du domicile de l'homme, sans vraiment réfléchir. À ce moment-là, ils ont un nom, une adresse, et enfin une piste. Il ne leur en faut pas plus. Mais comme on le sait maintenant, ces messages n'ont pas été envoyés par Rebecca. Quelqu'un a pris le téléphone de la victime, parcouru son répertoire, identifié son petit ami et rédigé ses SMS pour envoyer ses proches sur une fausse piste. Des heures cruciales qui lui ont donné le temps de compliquer drastiquement le boulot des autorités en mutilant le corps de Rebecca. Le 10 décembre, 5 jours après la macabre découverte, la police de Long Island apporte personnellement les relevés dentaires au bureau du médecin légiste du Connecticut. La comparaison est formelle. La dépouille qu'ils ont sur les bras est bien celle de Rebecca Coster. Quand Barbara reçoit la nouvelle dans l'après-midi, elle comprend que pendant quasiment une semaine, elle a espéré pour rien. L'espoir n'étant plus permis, c'est à présent la traque d'un meurtrier particulièrement sadique qui débute. Et il faut le retrouver coûte que coûte. Par chance, les enquêteurs ne doivent pas chercher bien longtemps pour remonter la piste de ce meurtrier monstrueux. Les relevés d'appel du téléphone de Rebecca montrent qu'elle a reçu 2 communications dans l'heure qui a suivi son arrivée chez elle, juste avant de disparaître. Un premier appel vers 4h10 qui a duré 15 minutes
puis un second, à 4h27, beaucoup plus court, 20 secondes. La triangulation des antennes place celui qui a donné ce coup de fil en mouvement, d'ouest en est, et il semble se diriger vers le domicile de Rebecca. Le deuxième appel était si court que les enquêteurs pensent qu'il se trouvait déjà devant chez elle, quand il a appelé pour la dernière fois. Les deux appels proviennent du même numéro avec l'indicatif 617, qui n'apparaît dans aucun fichier et ne répond pas quand on le contacte. Finalement, ce sont les images capturées au bar Butcher Boys qui donnent une piste aux enquêteurs. En les visionnant, ils repèrent l'homme mystère qui s'est approché de Rebecca. Et quand ils montrent la vidéo à Jennifer, une amie de la victime présente au bar ce soir-là, elle leur dit quelque chose qui leur met immédiatement la puce à l'oreille. Ce même inconnu l'a abordée elle aussi, avant d'aller vers Rebecca, en suivant un procédé similaire. Il a pris son téléphone, il a tapé son numéro et l'a enregistré sous le nom de Jay Brown. Un numéro de téléphone qu'elle a encore, et qui s'avère être le même que celui qui a appelé Rebecca 2 fois au cours de la nuit de sa disparition. Ce que les policiers constatent rapidement, c'est que Jay Brown n'existe pas. Évidemment, c'est un alias. Mais le véritable nom ne va pas rester secret très longtemps. Il suffit aux enquêteurs de trouver l'identité reliée au numéro de téléphone. Et le réel propriétaire du numéro se nomme Evans Gantier, encore un tueur qui mange des feutres. C'est un homme de 30 ans qui réside à Port Jefferson Station, une ville côtière du nord de Long Island, à une vingtaine de minutes de Medford. Pour être sûr qu'ils tiennent le bon suspect, les enquêteurs convoquent à nouveau Jennifer pour une séance d'identification formelle. À l'instant où il lui présente un album photo rempli de suspects aux traits similaires, elle n'hésite pas une seconde. Son doigt s'arrête net. Elle reconnaît de suite Evans comme étant l'individu qui avait pris son téléphone. On ne sait pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il vit seul et conduit le véhicule de sa mère. Par contre, il n'est pas inconnu des services de police. Son casier judiciaire n'est pas particulièrement lourd, mais contient des incidents domestiques et des allégations de proxénétisme concernant sa petite amie. Et quand je dis que c'est pas particulièrement lourd, c'est par rapport aux autres dégénérés qui boivent du sang, etc. Les enquêteurs apprennent aussi qu'il a déjà eu pour habitude de photographier des femmes dans son garage. Evans étant visiblement le dernier à avoir eu un contact avec Rebecca, ils se mettent à sa recherche sans attendre. Après avoir effectué une surveillance longue de plusieurs jours autour du domicile de sa petite amie dans le Bronx, à New York, ils repèrent enfin son SUV, garé devant. Le suspect est interpellé le jour suivant, quand il essaie nonchalamment de monter dans son véhicule. Lorsque les policiers obtiennent un mandat de perquisition, c'est d'abord le garage qui attire leur attention. Le reste de la propriété est parfaitement ordinaire, et a priori, il n'y a rien à signaler. Par contre, il est clair qu'une partie du sol du garage a été nettoyée et repeinte récemment, avec une minutie qui tranche avec le reste. À l'œil nu, c'est marquant comme différence. Quelqu'un a frotté, récuré et passé du temps à décrasser cette surface avec une précision qui pousse à croire qu'il cherchait à enlever des traces indésirables sur cette zone précisément. Un rouleau, une brosse, du décapant pour béton, de la peinture fraîche et un bac à peinture sont d'ailleurs posés dans un coin. Et la suite de l'inspection ne va pas arranger le cas d'Evans. Quand son véhicule est analysé en laboratoire, les techniciens trouvent du sang sous le siège passager avant, entre le siège et la console centrale, jusqu'au niveau du sol. Ce sont pas de simples gouttelettes. Du sang a coulé en forte quantité et s'est accumulé là, à l'endroit exact où un corps qui s'affaisse aurait pu en laisser. Par-dessus le marché, les analyses ADN confirment que ce sang est celui de Rebecca. Mais la preuve à charge la plus solide ne vient ni du garage, ni du véhicule d'Evans. Elle provient de la dépouille de la victime elle-même, plus précisément d'un fragment infime qui a survécu aux flammes alors que quasiment tout a brûlé. Contre toute attente, les techniciens ont pu relever 2 empreintes digitales sur un morceau de ruban adhésif récupéré parmi les restes calcinés de Rebecca, en bord de route. Des empreintes de pouces qui appartiennent à Evans Gantier. Le meurtrier s'est donné du mal pour qu'il ne puisse pas être identifié. Et finalement, c'est un bout de ruban adhésif qui suffit à le relier au corps de façon indiscutable. Là, même en flagrant délit, il paraîtrait moins coupable. Mais bon, il explique qu'après avoir quitté le Butcher Boys cette nuit-là, il a rappelé Rebecca une fois rentré chez lui. Ils ont discuté et elle a accepté de le rejoindre. Alors il est passé la chercher devant chez elle aux alentours de 4h du matin et ils ont pris la direction de Port Jefferson Station. Sauf qu'une fois en voiture, Rebecca a commencé à se sentir mal. Sûrement parce qu'elle était sous l'emprise d'alcool ou de drogue, d'après Evans. Elle toussait, elle bavait, et elle suffoquait par intermittence. L'homme explique qu'il a voulu l'aider et qu'il l'a emmenée chez lui pour lui donner un verre d'eau. Simplement, en traversant le garage, elle a trébuché sur des haltères de 20 kilos posés au sol. En chutant, elle a lourdement heurté le béton et a commencé à saigner abondamment de la tête. Le suspect affirme avoir voulu la conduire au Mazer Hospital,
un établissement situé à Port Jefferson, à 2 minutes de chez lui. Et c'est dans ce but qu'il l'a placé dans le coffre de sa voiture et a repris la route. Seulement, en dépit de ses efforts pour faire au plus vite, Rebecca est morte durant le trajet. Tu mets Evans face à Pinocchio, je sais pas qui ment le plus. Bon, déjà qui dit aux flics qu'il a mis une personne grièvement blessée dans le coffre de sa voiture pour l'emmener à l'hôpital. À part quelqu'un d'un peu siphonné qui ment parce qu'il a commis un meurtre, évidemment. Toujours est-il, à en croire Evans, que c'est à cet instant que tout s'est effondré. Parce qu'un homme noir qui débarque aux urgences seul en pleine nuit, avec le corps d'une femme, sans témoin ni explication qui tienne, c'est un passe-droit pour la prison. Dans une Amérique où ce type de situation peut coûter sa liberté à un innocent, c'est probablement le pire des scénarios. Oui, mais c'est pour ça qu'on appelle les urgences en général. Et on trimballe pas des cadavres comme si c'était des sacs de course, ça évite ce genre de désagrément. En gros, Evans dit avoir eu peur d'être accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis à cause de sa couleur de peau. Et c'est vrai que c'est déjà arrivé à d'autres. Il admet donc avoir pris la pire série de décisions de sa vie, à savoir mutiler le corps de Rebecca pour rendre toute identification impossible, avant d'essayer de la faire disparaître. Il avoue avoir utilisé du ruban adhésif pour emballer les restes, puis avoir conduit jusqu'au port de Port Jefferson pour prendre le ferry vers le Connecticut. Sur le bateau, les caméras de surveillance l'ont filmé. On peut le voir se promener sur le pont, main dans les poches, avec une attitude très posée, très tranquille. Quiconque a vu Evans à ce moment-là n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il transportait dans le coffre de sa voiture. Une fois de l'autre côté, il a acheté de l'essence. Il a roulé jusqu'à North Stonington, puis a déposé la dépouille de Rebecca en bord de route, et y a mis le feu. Une fois qu'il a rempli sa mission pour ne pas être accusé à tort, il est reparti. Evans maintient ne pas avoir tué la jeune femme. Simplement, face à ses aveux partiels, les enquêteurs n'ont pas suffisamment de preuves pour l'inculper de meurtre. L'autopsie du corps est réalisée le 5 décembre, sauf que le bureau du médecin légiste du Connecticut doit attendre les résultats toxicologiques avant de statuer sur la cause du décès de Rebecca. Les policiers, eux, sont persuadés de tenir leur homme, mais ils se voient obligés de relâcher Evans 10 jours plus tard, le 15 décembre 2009. Ah, ça, je l'ai pas vu venir. Il vient quand même d'admettre que la boucherie, c'était sa nouvelle passion. Et devine quoi? Quand le rapport final arrive, en janvier 2010, il démonte sa version pièce par pièce. La cause de la mort de Rebecca est une plaie par arme blanche à l'abdomen, assortie de plusieurs plaies au niveau du cou. Aucun traumatisme crânien, compatible avec une chute sur du béton, n'a été constaté. De même, les analyses toxicologiques menées n'ont permis de détecter aucune trace d'alcool, ni de drogue dans le sang de Rebecca au moment de sa mort. Elle a eu le temps de métaboliser ce qu'elle avait bu dans la soirée. Autrement dit, elle avait décuvé largement, donc elle ne s'est probablement pas sentie mal dans la voiture. Et ne s'est pas non plus blessée mortellement en tombant. Tout porte à croire qu'elle a été sauvagement attaquée et poignardée alors qu'elle était encore en vie. Forcément, cette fois-ci, Evans est arrêté une seconde fois le 8 février 2010 et inculpé de meurtre au 2e degré. C'est-à-dire que la préméditation n'est pas inclue dans les charges. Cela dit, il plaide non coupable. Il garde la même ligne de défense que celle qu'il a tenue face aux enquêteurs. Oui, il a mutilé, transporté et brûlé le corps d'une femme. Puis il a menti et utilisé son téléphone pour faire croire que son compagnon l'avait enlevé. Mais il l'a pas tué. C'est sur cette ligne-là, fine comme un fil, qu'Evans va jouer sa liberté. La question c'est, est-ce que ça va marcher ? Le procès d'Evans Gantier s'ouvre le 25 juillet 2013 devant le tribunal du comté de Suffolk. La structure du dossier est claire dès les premières heures d'audience. L'accusé a tout reconnu, sauf une chose, le meurtre en lui-même. La question sur laquelle le jury doit trancher est donc celle de la cause de la mort de Rebecca. Rien d'autre. Pour l'accusation, Rebecca a été poignardée par Evans pendant qu'elle était encore en vie, avec une violence suffisante pour lui lacérer le foie et le cou. Tout ce qui a suivi a été commis par un homme qui cherchait juste à effacer les traces de son crime. La défense, elle, avance que Rebecca était ivre et sous drogue cette nuit-là. Elle s'est sentie mal dans la voiture et s'est fracassé la tête sur le béton du garage d'Evans par accident. Et voilà tout. Ensuite, il a paniqué, parce qu'il avait peur d'être victime de préjugés et accusé à tort. L'accusation a tout de même une longueur d'avance, parce qu'elle a des preuves matérielles sur lesquelles s'appuyer, notamment le sang de Rebecca, retrouvé dans le véhicule d'Evans. Il a toujours soutenu l'avoir mise dans le coffre quand elle s'est prétendument blessée, jamais sur le siège avant. Mais son sang se trouve précisément sous le siège passager avant. Or, si la version d'Evans était vraie, il ne devrait pas y en avoir à cet endroit. Seule l'autopsie peut trancher entre deux récits qui se regardent en face. Elle a été réalisée le 5 décembre 2009 par le médecin légiste du Connecticut, qui a conclu à un homicide par plaie pénétrante à l'abdomen. L'ennui, c'est qu'au moment du procès,
Le médecin légiste n'est pas présent à la barre. C'est son ancien supérieur hiérarchique qui expose ses conclusions à sa place, à partir d'un rapport qu'il n'a pas écrit. Il témoigne du fait que Rebecca s'est vue infliger 5 blessures par arme tranchante pendant qu'elle était encore en vie. Une plaie au foie et 4 plaies au niveau du cou. Il interprète également les radios issues de l'autopsie, comme montrant une forme en C dans la région du cœur, qu'il attribue à de l'air aspiré par une veine du cou sectionnée. Un élément qui ne figure pas dans le rapport de son collègue. La défense croise le fer sur chaque point. Elle conteste que la forme en C soit la preuve formelle que la plaie a été infligée sur une victime vivante, sans proposer d'explication alternative convaincante. Si je dis ça, c'est parce qu'Evans a affirmé avoir blessé Rebecca au cou post-mortem, quand il lui a coupé les cheveux. La lame de son couteau aurait simplement glissé. Pour son avocat, les images des blessures sont insuffisantes pour soutenir des conclusions avancées. Et l'absence de chemin identifiable entre la surface de l'abdomen et le foie contredit directement la thèse d'un coup de couteau. Sous pression, le médecin légiste interrogé admet que si Rebecca était courbée au moment où le coup a été porté, la lame aurait effectivement pu atteindre le foie sans laisser de traces visibles en surface. Une concession qui entame la solidité de ses conclusions, sans pour autant les invalider. Avant les débats, la défense a mandaté l'ancien médecin légiste en chef du comté de Suffolk. Il était prêt à témoigner du fait que les blessures de Rebecca étaient compatibles avec un traumatisme contondant, et donc la chute sur le sol du garage. Sauf que l'avocat de la défense choisit finalement de ne pas l'appeler à la barre, parce qu'il estime avoir suffisamment fragilisé le témoin de l'accusation pendant le contre-interrogatoire. Et ça permet d'éviter d'être ensuite en difficulté avec son propre médecin légiste. Evans choisit également de ne pas témoigner. Sa version n'est portée devant le jury qu'au travers les déclarations recueillies par les enquêteurs. Au terme du procès, le jury délibère pendant 5h30. Et le 29 août 2013, il rend son verdict. Evans Gantier est déclaré coupable de meurtre au 2e degré. Le 30 septembre suivant, le juge prononce la peine maximale, 25 ans de prison à perpétuité. Avant de sceller la condamnation, il dit à Evans que sa version n'a aucun sens et que personne dans la salle n'y a cru. Le condamné fixe brièvement les jurés après la lecture du verdict, puis il est emmené. Mais alors que la famille de Rebecca pensait avoir obtenu justice, un détail passé inaperçu au procès va provoquer un revirement inattendu 12 ans plus tard. Depuis sa cellule à Greenhaven, Evans ne lâche pas. Avec l'aide de nouveaux avocats, il engage une bataille juridique qui va s'étirer sur plus d'une décennie. Le point de départ, c'est ce détail du procès que personne n'a vraiment relevé sur le moment. L'homme qui a réalisé l'autopsie de Rebecca n'a jamais été appelé à la barre. C'est celui qui était son supérieur qui a présenté les conclusions de l'enquête médico-légale à sa place. Evans n'a donc jamais eu la possibilité d'interroger celui qui a réellement examiné le corps. Sauf qu'aux États-Unis, tout accusé a le droit de regarder en face celui qui dit avoir la preuve de sa culpabilité. Un droit dont Evans a fait son argument central, commençant ainsi à remonter les échelons du système judiciaire américain, un par un. Le premier recours, c'est un appel interjeté devant la Cour d'appel de l'État de New York. En juin 2021, les juges confirment la condamnation. Ils reconnaissent que la défense a bien soulevé l'argument au bon moment, mais estiment que faire présenter le rapport par quelqu'un d'autre n'a pas violé les droits d'Evans. En résumé, pour eux, ça tient. En parallèle, Evans a engagé une deuxième bataille dès février 2018, en déposant une requête en annulation du jugement devant le tribunal de première instance du comté de Suffolk. L'argument est différent cette fois. Il avance que son avocat a commis une faute professionnelle au procès, en choisissant de ne pas appeler l'expert médical de la défense à la barre, celui qui était prêt à faire un laïus allant dans son sens. Le tribunal de première instance rejette la requête. Après ça, il ne reste plus qu'une voie à emprunter. En 2023, Evans dépose une requête devant le tribunal fédéral. L'ultime ficelle à tirer pour un condamné américain qui estime que ses droits ont été bafoués dans les tribunaux d'un État. Le 14 janvier 2025, une audience s'ouvre devant le juge fédéral du district Est de New York. Les deux parties plaident pendant des heures. Et 2 jours plus tard, l'accusation dépose les photos et les radios de l'autopsie sous scellé. Le 26 août 2025, le juge rend sa décision. La condamnation d'Evans est annulée. Il estime que la cause de la mort de Rebecca était le seul point vraiment contesté au procès, et que présenter le rapport d'autopsie sans appeler son auteur à la barre a privé Evans d'un droit fondamental qui a pesé de façon déterminante sur l'issue du jugement. Attention, c'est pas une annulation concernant les faits eux-mêmes. Personne n'a dit qu'Evans Gantier n'avait pas tué Rebecca Coster,
Et il n'est pas acquitté des charges qui pèsent contre lui. C'est juste une forme de vice de procédure qui a permis d'invalider sa condamnation initiale. Suite à ça, l'affaire est renvoyée devant le tribunal du comté de Suffolk pour un nouveau procès, dont la date n'a pas encore été fixée. Même fait, même empreinte digitale sur le ruban adhésif, même sang sous le siège passager. La seule différence, c'est que cette fois, il y aura le bon témoin à la barre pour répondre de ses propres conclusions. Evans sera éligible à une libération conditionnelle en 2035, au plus tôt. Ce que la prochaine salle d'audience fera dans cette affaire reste à écrire, et les dés seront jetés une nouvelle fois. Ce qui est sûr, c'est que le mobile du crime n'a toujours pas été établi, ni par les enquêteurs, ni par le procureur, ni par aucune autre source dans les années qui ont suivi. Personne ne sait ce qu'Evans voulait vraiment cette nuit-là, ni pourquoi il a rappelé Rebecca plutôt qu'une autre. La seule chose qu'on sait, c'est qu'après avoir croisé sa route, elle n'est jamais rentrée chez elle. Alors, des mythomanes sur la chaîne, il y en a eu. Mais lui, il était particulièrement créatif, faut le reconnaître. Mais je pense que dans l'affaire de la famille Sievers que je t'avais racontée, c'était encore pire, honnêtement. On est arrivé à la fin de cette affaire criminelle, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, hésite pas à t'abonner. Je te dis à très vite. Bye.